En réponse à l'appel du président Trump, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que l'Europe ne souhaitait pas étendre le mandat de la mission navale de l'UE dans le détroit d'Ormuz. L'Espagne retire temporairement ses forces spéciales d'Irak, une mesure qui fait suite à l'attaque de drones contre une base française il y a quelques jours. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré qu'il n'y avait, je cite, aucune volonté de prolonger le mandat de la mission navale Aspides dans le détroit d'Ormuz. Kaja Kallas s'est exprimée à Bruxelles après que les ministres des Affaires étrangères de l'Union se sont réunis pour discuter de la manière dont l'Europe devrait réagir aux répercussions de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et au blocage du détroit. We discussed options to better protect the shipping in the region. EU already has naval operations in place. We have Aspides that plays a key role in safeguarding the freedom of navigation. There was, in our discussions, a clear wish to strengthen this operation, but for the time being, there was no appetite in changing the mandate of the Operation Aspides, for now. La guerre a provoqué ce que les analystes décrivent comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz de l'histoire. La déclaration de Kaja Kallas intervient au lendemain de la décision du président américain Donald Trump d'intensifier la pression sur l'Europe pour qu'elle aide à protéger le détroit d'Ormuz, cette voie navigable essentielle à l'équilibre mondial. L'Espagne a temporairement retiré ses forces spéciales d'Irak pour des raisons de sécurité, rendant impossible la poursuite des opérations sur place. Madrid n'a pas précisé où ses forces ont été redéployées. Cette décision fait suite à l'attaque meurtrière perpétrée jeudi dernier par un drone iranien contre une base militaire française dans la région d'Erbil. Le président français Emmanuel Macron a vivement critiqué Téhéran et qualifié cette attaque d'inacceptable. Il a également souligné que les forces françaises étaient déployées strictement dans le cadre d'opérations antiterroristes et que la guerre en Iran ne pouvait justifier de telles frappes. L'Italie a aussi évacué son personnel d'une base située près de l'aéroport international d'Erbil après qu'un drone a frappé la zone la semaine dernière. Aucun militaire italien n'a été blessé. Près de 300 soldats espagnols ont été déployés en Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Le pays maintient une présence continue dans la région depuis 2015. Alors que le conflit en Iran et chez ses voisins du Golfe entre dans sa troisième semaine, les Émirats arabes unis sont en contact étroit avec les gouvernements européens. S'adressant à Euronews, Lana Nusseibeh, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, se félicite des discussions avec les Européens qui comptent parmi les partenaires internationaux les plus engagés depuis le début de cette crise. We've been in frequent contact with different governments around the world since this has started, but I would say the Europeans have been incredibly supportive, not only because of the resident communities here that they are also trying to assist, but because of the strong partnerships and relationships that we have invested in over the years with European allies and partners. La région joue un rôle crucial dans les flux énergétiques mondiaux et le commerce maritime, ce qui fait que toute perturbation risque d'avoir des conséquences de grande envergure pour les économies européennes. Lana Nusseibeh a déclaré que les Émirats arabes unis considéraient leur partenariat avec l'Europe comme essentiel au maintien de la stabilité. In terms of energy supply, we are a responsible and committed supplier to the global energy market, and we will continue to do what we can. But we are also very frank with our partners, as have other suppliers in the region been, that unless UN Security Council Resolution 2817 is enforced, and it is binding on Iran that they abide by it, there are going to be ramifications, there are going to be implications. So it's important today that Europe understand, and this would be my message to my European friends and partners, first and foremost, thank you. We're grateful to you. We're grateful to the community of Europeans living here who call this place home. We're proud of the resilience and the adaptability that you've shown in these challenging times. We're proud, as our president has said, to call you partners of the UAE in our nation-building enterprise. But secondly, what you are defending here is not only the UAE. What you are defending here is a model. It's a model of coexistence, of tolerance, of peace for the wider region. But it's a model that also wants to export stabilization in commodities, in energy, and in security and peace. So if you're against those things,
then you are in the camp of Iran and these rogue state actors that are trying to export nihilism to the whole international system. I don't think we can allow that to happen on our watch. La ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Toiu, a déclaré que l'Union européenne ne souhaitait pas une guerre prolongée au Moyen-Orient, alors que le bloc se concentre sur des efforts urgents pour désamorcer les tensions. S'adressant à Euronews, elle a souligné que la réouverture du détroit d'Ormuz était essentielle pour protéger les citoyens contre la flambée des prix de l'énergie, tout en réitérant la réticence de son pays à s'impliquer dans un quelconque conflit militaire direct. La ministre a également répondu à l'appel du président américain en faveur d'une mission navale européenne de soutien, appel qui était mêlé de menaces. In terms of the United States proposal for help, it is very clear now that countries are reluctant to join the conflict in any way. And this is not just for the European countries. And in our case, something that is very clear is that we still have the Black Sea to protect. That is very important because we need not forget that we still have a war at our border and at the border of the European Union. And in that sense, I would say we are worried that the current ease on sanctions, for example, on Russian oil from the United States might give Russia an extra resource that will then fuel further the war. Concernant le prêt de 90 milliards d'euros pour Kiev, actuellement au point mort, Oana Toiu a été très clair, soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine reste une priorité absolue. Pour la responsable, pas question de reculer malgré les blocages actuels. Whoever says that it is too expensive to continue supporting Ukraine in its resilience is that the alternative is way more expensive. Malgré les tensions commerciales, les échanges de marchandises entre l'UE et les États-Unis ont atteint un niveau record de 900 milliards d'euros en 2025. Un chiffre publié ce lundi dans un rapport de la Chambre de commerce américaine auprès de l'Union européenne. Le déficit commercial américain en biens avec l'UE a atteint 219 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de seulement 7%, malgré les droits de douane imposés par la Maison-Blanche pour réduire cet écart. L'UE n'a pratiquement pas réduit ses exportations vers les États-Unis, indique le rapport, et ce, alors que Washington et Bruxelles restent en désaccord en raison de la politique commerciale agressive actuelle de la Maison-Blanche, qui prévoit notamment de tripler les droits de douane américains sur les produits de l'Union. Un accord déséquilibré a été conclu l'été dernier entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, en vertu duquel les États-Unis ont imposé des droits de douane de 15% sur les marchandises de l'UE, tandis que l'UE a accepté de supprimer ses propres droits de douane et d'intensifier ses investissements aux États-Unis. Mais l'accord reste gelé. Les législateurs européens attendent des clarifications de Washington, alors que de nouvelles enquêtes ont été lancées suite à une décision de la Cour suprême américaine en février. Celle-ci a jugé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant ses taxes douanières. Une enquête menée par l'agence de presse allemande dpa a révélé que le PPE, le plus grand groupe conservateur du Parlement européen, a travaillé en étroite collaboration avec des membres d'extrême droite afin de faire adopter des lois plus strictes en matière d'immigration. L'analyse de conversations privées sur la messagerie WhatsApp et des réunions en face à face a montré que la coopération entre le PPE et des partis d'extrême droite comme l'AfD est bien plus étroite que ce qu'admettent les principaux intéressés. Point principal de cette collaboration controversée, le projet de loi sur l'immigration qui propose d'expulser les demandeurs d'asile vers des centres de retour situés dans des pays hors de l'Union européenne, au point mort depuis des mois après que les sociodémocrates ont refusé de le soutenir. Pour sortir de l'impasse, le PPE aurait présenté sa proposition au groupe populiste de droite ECR, aux Patriotes pour l'Europe et au groupe Europe des Nations souveraines, auquel appartient l'AfD. Des messages montrent que le PPE a même accepté des amendements de la députée de l'AfD Marie Kahn, notamment ceux concernant les examens médicaux visant à déterminer l'âge des demandeurs d'asile. Contacté par Euronews, le chef du PPE, Manfred Weber, n'a pas nié l'existence de ces discussions, mais a rejeté leur pertinence politique, affirmant qu'il ne contrôle pas les messageries du personnel. Alors que le retour à des centres de retour a été soutenu par une majorité d'eurodéputés, les critiques avertissent que cette mesure est une violation des droits de l'homme et brise définitivement le cordon sanitaire du Parlement européen contre l'extrême droite. Il fut l'un des plus grands peintres impressionnistes et le musée d'Orsay lui rend un hommage exceptionnel à partir de ce mardi. À
travers 2 expositions inédites, Renoir et l'amour et Renoir dessinateur, Paris célèbre le génie du trait et de la couleur. Parmi les pièces maîtresses de l'exposition, le déjeuner des canotiers, peint en 1881. La toile fait son retour à Paris. Très rarement prêtée, elle est habituellement exposée dans un musée à Washington et trouvera une place de choix parmi les autres chefs-d'œuvre de Renoir. Autre moment fort, ces 3 toiles célèbres réunies, dont une rarissime issue d'une collection privée, 3 couples qui dansent, décryptés par Paul Perrin, directeur de la conservation et des collections du musée d'Orsay. Alors ici, là, on est dans une des salles les plus importantes de l'exposition. C'est vraiment un des moments d'apogée de la carrière de Renoir, lorsqu'il peint ces 3 couples dansants, des très grands formats. C'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'un artiste représente ce sujet de cette manière. C'est des œuvres qui sont profondément pleines, d'amour en fait, en réalité, de tendresse, de désir, et où s'exprime pleinement l'idéal amoureux de Renoir. La seconde partie de l'exposition est consacrée au dessin d'Auguste Renoir, des travaux peu connus et surtout peu montrés au grand public, mais qui permettent aux visiteurs de constater qu'il en maîtrisait parfaitement toutes les techniques. On dévoile un pan totalement méconnu de son travail. Renoir n'est pas qu'un peintre, de la couleur, du plein air, de la lumière, c'est aussi un grand dessinateur et il a dessiné en fait tout au long de sa carrière pendant presque 60 ans et c'est ce qu'on veut montrer avec cette exposition qui dévoile à la fois des dessins, des aquarelles, des pastels, des sanguines et qui montre vraiment toute l'étendue de son talent au-delà de la peinture. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de l'art au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 19 juillet 2026.